Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale un axe majeur de leur développement et de leur stratégie. Avec mon invité aujourd'hui, Paul Charland, le président d'Alancienne, un service de livraison de produits issus de l'agroécologie. On va parler ensemble de la nouvelle stratégie agroalimentaire européenne qui est bousculée par les conséquences de la guerre en Ukraine. Notre débat, il portera sur les attentes des jeunes de 18 à 30 ans sur le marché de l'emploi. Quelle place pour les métiers de la transition? Quelles innovations pour répondre à leurs demandes, leurs recherches de sens et d'engagement? Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Hexagone, une marque de céréales sans emballage jetable. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Paul Charland, bienvenue. Vous êtes donc le président d'Alancienne, lancé en 2016, service de livraison de produits frais issus de l'agroécologie. Quels sont vos principes fondateurs ? Alors nous, le principe, c'est vraiment de proposer aux gens le plus simplement possible des produits agroécologiques. Donc on va chercher dans les petites fermes ultra locales, engagées en agroécologie, donc en bio et même plus que ça, on va loin sur les dynamiques sociales, environnementales, etc. On récupère les produits, on les impacte et on les livre à domicile. Et pour les clients, c'est hyper simple, c'est un site internet, libre service, ils commandent ce qu'ils veulent quand ils veulent, pas d'abonnement, pas de panier bloqué, et livré directement chez soi en scooter électrique. Oui, donc vous cochez pas mal de cases, je vois, mais ça marche comment? C'est vraiment, je peux commander la veille, je suis livré le lendemain, du matin pour le soir? Comment ça fonctionne? C'est ça, en fait, c'est le site, on va dessus, on commande ce qu'on veut, il y a des fruits, des légumes, de la viande, des produits laitiers, du pain, des produits d'épicerie, toujours en direct des petits producteurs ultra engagés. Ouais. On peut commander jusqu'à la veille de la livraison 22h. À 22h, on clôture les commandes. Le lendemain matin, les producteurs prépare les commandes, prépare les produits, donc les cueille le matin même, on les récupère, on les impacte et on les livre à domicile le soir. Donc on fait toute la logistique dans la journée, ce qui fait qu'on a une fraîcheur absolue quand ça arrive chez soi. Et en plus, il n'y a pas de gaspillage alimentaire, puisqu'on va récupérer dans le champ que ce que les gens ont commandé. Ouais. Qui sont vos partenaires? Comment vous choisissez, vous sourcez vos partenaires? Eh ben, on discute beaucoup avec eux, on va voir, on regarde comment ils travaillent, on regarde les techniques qu'ils mettent en place. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils soient dans un mouvement d'amélioration continue, amélioration permanente, qu'on appelle l'agroécologie aujourd'hui. Justement, c'est quoi l'agroécologie, si on devait donner les grands principes? L'idée de base de l'agroécologie, c'est de cultiver sans avoir besoin d'intrants, donc de choses qu'on va rajouter de l'extérieur de la ferme dessus. Donc les phytosanitaires, mais on parle aussi d'autonomie pour la ferme en eau, en énergie, en semences, etc., etc. Et donc nous, on repart vraiment de la base de l'agriculture qui est, qu'est-ce que c'est l'agriculture? C'est transformer l'énergie solaire, les rayons du soleil, en biomasse. Ouais. Et donc quand on part de ce principe-là, tout ce qu'on va rajouter après, toute l'énergie qu'on va y mettre, c'est en fait une perte de rendement. Donc nous, on essaie de tendre vers ce but ultime et d'accompagner les agriculteurs avec plein de techniques différentes, il y en a plein. Que vous testez d'ailleurs, vous avez votre propre ferme, c'est ça, qui s'appelle la ferme de l'Envol? Depuis qu'on a démarré, on travaille avec beaucoup d'agriculteurs et on a remarqué qu'il y avait encore des petites limites, des petites choses un peu difficiles. On a voulu créer une ferme laboratoire, la ferme de l'Envol en Essonne, où on a 60 hectares. On récupère un peu toutes les techniques qu'on a glanées chez tous nos producteurs. On essaie de les mettre en place au même endroit et de régler encore ces derniers petits problèmes qu'il peut y avoir dans l'agriculture agroécologique. Pour partager les bonnes pratiques ensuite, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de redéployer les bonnes pratiques auprès de nos agriculteurs, auprès de tous ceux qui ont envie de venir dans l'aventure. Alors l'actualité, c'est la stratégie agroalimentaire européenne, je le disais en titre, bousculée par cette guerre en Ukraine. Est-ce que vous comprenez cet impératif d'augmenter la production pour répondre au risque de pénurie, notamment de blé? Alors c'est compliqué parce que je pense que là, et on le voit avec les différentes crises qui s'enchaînent, c'est pas un sprint qu'on est en train de courir, c'est plutôt un marathon. Et surtout en agriculture, on parle de temps long. Les choses qu'on fait ont des impacts sur le long terme. Et là, on propose, notamment en retirant les jachères, en annulant les jachères, d'empêcher les gens de dormir, enfin d'empêcher notre terre de dormir. C'est comme si on vous empêchait de dormir et après on vous demandait de courir un marathon. Donc le problème, c'est que oui, certes, sur le moment, on va produire un peu plus, mais en réalité,
dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va le payer très cher. Pourquoi? Parce que, effectivement, j'entends le temps long, mais il y a une urgence qui est effectivement l'urgence de production de blé, avec le risque d'émeute de la faim. On a vu ce que ça pouvait donner dans certaines parties du monde. Donc il faut quand même répondre d'une façon ou d'une autre à cette urgence, quoi. Alors, il y a plein de façons de répondre à cette urgence, notamment une assez évidente, c'est qu'aujourd'hui en France, 70% de la surface agricole est destinée à l'alimentation animale. Donc déjà, il suffit juste qu'on réduise un tout petit peu notre consommation de viande. Je parle même pas d'arrêter, juste réduire un tout petit peu, et on se retrouve avec plein de terres qui sont disponibles. Et après, l'autre solution, c'est l'agroécologie. L'agroécologie aujourd'hui répond à cette dynamique. On peut produire plus en agroécologie. Et alors on va parler rendement. Si on compare le rendement d'une ferme en agroécologie et d'une ferme, on va dire, traditionnelle. Alors il y a 2 points à voir là-dessus. Le premier point, c'est qu'il faut comprendre que le rendement d'une ferme conventionnelle, il est quand même très dépendant des énergies fossiles. Donc quand on parle de rendement, si on parle de rendement énergétique, en réalité, on est sur un rendement qui n'est pas génial. En 1940, on avait besoin d'à peu près 1 calorie fossile pour réaliser 3 à 4 calories alimentaires. Aujourd'hui, on a besoin de 7 à 10 calories fossiles pour faire 1 calorie alimentaire. Donc en fait, notre agriculture conventionnelle transforme du pétrole, du gaz, des énergies fossiles, donc en particulier russes, en nourriture. Donc déjà, l'agroécologie, là, elle tend à être indépendante de ces énergies, et donc on permet de produire de la nourriture sans cette problématique de rendement. Après, l'autre chose, c'est qu'effectivement, quand on regarde 2 champs de blé, un en conventionnel et un en agroécologie, effectivement, sur le moment, le champ de blé en conventionnel va produire plus. Il va y avoir un rendement meilleur en termes de quantité de céréales produites sur la même surface. Sauf qu'en réalité, on appauvrit le sol, donc sur le long terme, ça ne va pas être génial. On est en monoculture, donc ça veut dire que s'il y a des problématiques climatiques, en fait, tout le blé va prendre en même temps, et donc la quantité va diminuer. Alors qu'en agroécologie, sur cette même surface, on va produire différentes variétés, donc ce qui va donner de la résilience, on va pouvoir mieux résister aux différentes crises. Et en même temps, en fait, en termes de biomasse produite, effectivement, blé pour blé, c'est pas la même chose, mais sauf qu'en agroécologie, on va faire des associations de cultures, puisqu'on a besoin de ça pour faire un écosystème qui est viable. Et donc, il y aura de la légumineuse, il y aura d'autres céréales, il y aura... Et donc, en termes de biomasse totale produite, c'est bien meilleur en agroécologie. Cet enjeu de stratégie agroalimentaire, c'est ce qu'on appelle farm to fork, de la ferme à la table. Ça représente une baisse de 50% des pesticides utilisés d'ici 2030 et 25% d'agriculture biologique dans les pays de l'Union européenne d'ici 2030. Votre crainte, parce que ce que disent ceux qui prônent une mise en sommeil, on va dire, de cette stratégie, le temps de répondre à la pénurie de blé, ils disent que c'est ponctuel. Vous craignez que finalement on ait du mal à revenir en arrière après, vous voyez ce que je veux dire? Parce que les temps longs dont vous parliez. Exactement. De toutes les façons, ça fait déjà une trentaine d'années, une quarantaine d'années qu'on décapitalise en agriculture. C'est-à-dire que déjà l'agriculture aujourd'hui n'est pas rentable, elle a besoin de la PAC. Je rappelle que 54% des exploitations françaises dépendent de la PAC. C'est-à-dire que si la PAC n'existe pas, cet impôt européen, ces exploitations ferment. Voilà, donc elles vendent à perte. Donc on est déjà dans une agriculture qui n'est pas économiquement rentable. Et donc là, on propose de la continuer encore un certain temps. Donc on aggrave le problème. En fait, les solutions, elles existent, elles sont là. Moi, je travaille avec 150 agriculteurs qui le font tous les jours. Et c'est cette agriculture qu'on pourrait promouvoir maintenant et profiter de cette opportunité pour la déployer. Dans votre modèle, il y a la question de la rémunération des exploitants, des agriculteurs aussi. Exactement. Donc nous, on va rémunérer l'agriculteur entre 1,5 et 3 fois plus que ce que fait la grande distribution, par exemple, en coupant tous les intermédiaires, c'est le principe du circuit court. Grâce aussi. Donc ça veut dire que vos produits ne sont pas forcément beaucoup plus chers que les autres. Exactement. D'accord. Avec un prix qui est tout à fait classique sur le marché final. Et de l'autre côté, comme on diminue le gaspillage alimentaire, c'est de la perte qu'on n'a pas besoin de réimpacter dans le prix final. Évidemment. Dernier, il nous reste presque 2 minutes. Je voudrais qu'on parle du marché du bio en général, qui est confronté à un essoufflement, à une baisse de la consommation. Comment vous l'analysez, ça ?
Alors, on a plusieurs analyses. Évidemment, il y a la dynamique d'inflation qui est là et qui existe. Et je pense que les gens ont un peu peur de ça, même si les prix n'ont pas encore tout à fait augmenté. Ils ont un peu cette crainte dans la tête. Après, moi, je pense que le problème, c'est surtout lié un peu à cette fin de crise Covid, enfin, j'espère fin en tout cas, où là, depuis quelques mois, à l'inverse du début, où les gens avaient beaucoup de temps, étaient chez eux confinés, et donc là, le bio a explosé. Là, ils n'ont pas beaucoup de temps. On a vu avec l'école notamment, c'était quand même très chaotique. Il fallait faire des tests aux enfants, on devait les garder à la maison, etc. Donc je pense qu'ils ont eu moins le temps. Et moins l'envie de cette charge mentale. Vous pensez que c'est plus conjoncturel que structurel, où on va aller plus vers le local, quitte à ce qu'il ne soit pas bio, en se disant je fais quand même un bon geste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le mieux, de toute façon, c'est de faire local et bio, et de saison et direct producteur. C'est ça aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Et ça, c'est le modèle d'à l'ancienne. Merci beaucoup, Paul Charland, d'être venu évoquer donc à la fois votre entreprise à l'ancienne et puis cette stratégie agroalimentaire européenne. On passe à notre débat. On parle d'emplois qui ont du sens. Le débat de Smart Impact avec Philippe Dupeyrat, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général de mavoie.org. Avec nous également en visioconférence Olivier Pellevoisin, bonjour. Vous êtes le directeur du pôle innovation de Pôle emploi. Présentation pour commencer, mavoie.org. De quoi s'agit-il? Alors c'est très simple, mavoie.org, nous sommes une association qui accompagne les jeunes vers l'emploi en utilisant leur code. Le mobile, la vidéo, les réseaux sociaux. Très concrètement, notre plateforme oriente, après 5-7 questions, les jeunes vers des solutions gratuites qui leur permettent de progresser vers l'emploi, soit dans le fait de se connaître, mieux se connaître, se former à un métier, savoir postuler ou préparer un entretien. L'idée, c'est d'aller chercher des jeunes qui sont parfois un peu hors des radars. Exactement. Par exemple, Anna, on est allé la chercher sur TikTok. On fait des communications, on s'adapte au mobile, à l'Internet en fait, des jeunes. Et on a diagnostiqué après 5-7 questions sur notre plateforme qui est pensée mobile, parce que pour les jeunes, Internet et mobile, c'est la même chose, qu'elle avait besoin de reprendre confiance en elle et qu'elle avait besoin de se former à un métier, mais rapidement. Donc on lui a proposé 2 solutions, Job Ready qui a permis de prendre conscience de ses forces, ses compétences transversales, et Génération France, Customer Success, qui l'a permis de se former au métier de la satisfaction client. Aujourd'hui, Anna, elle est en poste. Ok, super. Get into Grid, c'est une initiative que vous avez lancée, à laquelle vous participez en quelque sorte. De quoi s'agit-il? Alors, Mavoie, on est un collectif d'associations. L'idée, c'est que l'union fait l'impact. Et du coup, on travaille ensemble avec une dizaine d'associations. On a 22-25 solutions et on continue d'en rajouter. Get into Green, c'est une solution d'Inco, donc une association, qui permet de découvrir les métiers de la transition énergétique. Donc en 5 semaines, 130 heures, les jeunes, les apprenants, peuvent se former ou avoir une première vision des métiers de la transition énergétique pour après s'orienter vers ceci si ça leur plaît, ou au contraire se dire j'ai appris, peut-être que c'est pas ma voie. Olivier Pellevoisin, je viens vers vous. Vous portez ensemble avec mavoie.org le déploiement du contrat engagement jeune. De quoi s'agit-il? Écoutez, c'est un programme ambitieux qui consiste à proposer donc aux jeunes, à travers un accompagnement renforcé, à travers effectivement une densité de services nouveaux qui sont incarnés à la fois par un accompagnement présentiel qui soit assuré par les conseillers des pôles emploi ou des missions locales, mais également une alliance avec une application, un accompagnement digital que notre direction, qui est chargée de l'expérience utilisateur du digital avec son incubateur, a développé avec le Haut Commissariat à l'Emploi. Donc on a travaillé avec des intrapreneurs en mode start-up, avec une conviction centrée utilisateur, pour développer un compagnon de cet accompagnement de ces jeunes qui sont plus éloignés de l'emploi et qui ont besoin d'une interaction permanente avec leurs conseillers et à travers cette application, échangent en permanence des données, des actions et se projettent par rapport à des opportunités d'emploi. Alors, quelles sont les attentes des jeunes face à l'emploi aujourd'hui? C'est la question qu'on va évoquer ensemble, et avec notamment cette étude Harris Interactive auprès des jeunes de 18 à 30 ans, pour un réveil écologique. Alors, les premiers critères, Olivier Pellevoisin, ils sont assez classiques. C'est salaire, avantages financiers, ambiance de travail, autonomie, télétravail. Ça, c'est ce qui arrive. Je les ai cités dans l'ordre on va dire, des priorités. Le sens du métier, les enjeux environnementaux, malgré tout, ils sont un peu derrière, mais ils sont bien présents, vous diriez ça? Tout à fait. On ressent à travers aujourd'hui l'exposition de nos offres
une envie, un désir de voir le projet de l'entreprise, sa marque employeur, ses ambitions, on va dire multithématiques, dont environnementales. C'est pour ça que nous, on ambitionne, via notre site des offres, d'avoir une page dédiée au projet de l'entreprise, à sa marque employeur. Et ça, nous le proposons dès aujourd'hui sur notre site pôle emploi.fr, où l'entreprise peut créer cette page marque employeur et proposer à ses jeunes son identité, son projet RSE environnemental. Deux chiffres issus de cette enquête Harris Interactive. Les 2 tiers des jeunes de 18 à 30 ans se disent prêts à renoncer à postuler dans une entreprise qui ne prendrait pas suffisamment en compte les enjeux environnementaux. Et puis autre chiffre, près de 7 jeunes âgés de 18 à 30 ans sur 10, 7 sur 10 seraient prêts à changer d'emploi pour occuper un emploi qui soit écologiquement utile. Philippe Dupeyrat, changer d'emploi, ok, mais c'est pas forcément possible dans tous les secteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des métiers en tension où évidemment c'est facile, c'est le demandeur d'emploi qui choisit, mais c'est pas toujours vrai. Non, c'est pas toujours vrai. Nous, ce qu'on essaie de faire avec Ma Voix, c'est de dire qu'en fait, il faut apprendre à apprendre. Et il y a quelques années, il y avait une étude qui montrait que les jeunes allaient occuper beaucoup plus d'emplois différents que les générations précédentes. 85% des jobs, des emplois en 2030 ne seront pas créés. Donc nous, on a une triple approche avec Ma Voix. Le premier, c'est de leur dire, connaissez-vous. Donc on va essayer de vous donner des outils pour apprendre à se connaître, Chance par exemple, pour savoir quels sont les métiers qui me rendront heureux. La deuxième approche, c'est formez-vous et continuez de vous former. La recherche d'emploi, c'est pas uniquement envoyer 500 CV dans ce que je sais faire et puis avoir peu de réponses. C'est aussi progresser dans la connaissance de soi, dans la formation en continu. Et pour finir, on propose aussi des formations qui peuvent être courtes sur des métiers en tension et qui peuvent être, pour certains, soit en lien avec le digital, soit en lien avec la transition énergétique. Ouais. Olivier Pellevoisin, les métiers de la transition, c'est vaste, mais effectivement, ils sont en train, pour certains, de se définir, ils continuent d'apparaître. Ce sont clairement des opportunités de recrutement, c'est une évidence de dire ça, mais est-ce qu'elles sont forcément identifiées par cette génération des 18-30 ans ? Écoutez, il y a un vrai désir de les découvrir. C'est pour ça que nous allons nous lancer courant 2022 ce qu'on appelle un portail, une encyclopédie des métiers, qui aura vocation à exposer à l'ensemble des Français jeunes ou moins jeunes ces métiers qui se développent, qui incarnent de nouvelles ambitions et promesses pour notre société. Et ce portail va à la fois proposer l'aspect vidéo, visuel, l'aspect capacité immersive. Donc on propose aujourd'hui, à travers un projet qui s'appelle Immersion Facilitée, le droit à chaque Français de pouvoir, à travers une mesure qui est dans le Code du travail qui s'appelle la PMSMP, la période de mobilisation d'une période en entreprise, de pouvoir découvrir ces métiers et ces environnements nouveaux qui peuvent créer des vocations et créer de belles carrières. Je rejoins les propos précédents. Donner l'envie de se former sur le terrain en entreprise par rapport à ces nouveaux métiers, c'est une de nos ambitions à travers ces services et ce nouveau portail qui arrivera mi-rentrée 2022. Philippe Dupeyrat, est-ce que ça suppose aussi une nouvelle compétence, ces métiers de la transition, avec la question qui va avec, c'est comment les identifier ou les repérer? Tout à fait. Peut-être les métiers de la transition, enfin ce qu'on appelle l'économie verte, il y a les éco-activités, donc vraiment ce qui va être en lien tout de suite avec l'économie verte. Ça peut être l'agriculture, ça peut être réparateur de vélo par exemple. Et puis il y a aussi le fait de verdir les activités existantes. Donc ça c'est aussi important de le souligner parce que d'un certain côté, on va dire le changement peut arriver via la politique RSE, via les exigences des jeunes et des salariés en entreprise, même s'ils sont dans des industries qui peuvent être considérées comme plus traditionnelles. Voilà, donc c'est important en tout cas d'apprendre, et les compétences des jeunes vont être des compétences transversales, c'est-à-dire des compétences peut-être moins dures, moins ancré parce que c'est pas forcément pour un métier, c'est plus quand vous dites transversal, ça veut dire ça, c'est-à-dire la capacité à d'abord changer plusieurs fois de métier, à faire des liens, exactement, à changer plusieurs fois de métier, à réapprendre des métiers parce que peut-être que lorsque j'ai appris le métier de comptable, les référentiels vont pas changer tous les 2 ans, mais si je suis sur un métier par exemple du marketing et qu'on va me demander progressivement de mettre plus en avant mon empreinte carbone, et ben en fait mon métier peut être amené à évoluer énormément. De la même manière, la logistique va sans doute être un domaine où l'enjeu de transition énergétique va être important et ça va redéfinir certainement certains métiers. Oui. Olivier Pellevoisin, est-ce que les entreprises ont forcément les clés pour répondre à ces nouvelles aspirations dont on parlait ?
Écoutez, nous on voit aujourd'hui à travers différents partenariats que nous exposons via notre portail qui s'appelle l'Emploi Store, un vrai désir, une vraie ambition des entreprises d'exposer leur marque employeur et leurs projets. Et je pense que c'est le bon moment de le faire par rapport à des tensions sur les recrutements. Aujourd'hui, ces entreprises qui ont développé des vrais sites RH dédiés et qui l'exposent via notre Emploi Store ont réellement des captations de talents et de candidatures très supérieures à ceux qui sont beaucoup plus discrets et passifs sur le sujet. Donc on voit une vraie dynamique sur le sujet et qui s'amplifie assez rapidement. Donc ça veut dire qu'il y a des outils qui doivent s'adapter, que les entreprises sont en train de faire, de modifier leurs outils ou leur manière de recruter. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Tout à fait. Alors, Ouais. je ne peux pas faire de publicité par rapport à certaines grandes marques, donc Ouais. je vais prendre effectivement le segment, mais une grande chaîne de distribution dans le domaine du bricolage a développé un site dédié uniquement au sujet RH et candidature de candidats et captation de talents. Et elle expose ses métiers, ses valeurs, ses ambitions, dont les ambitions environnementales. Donc vous voyez bien que certaines entreprises se sont positionnées sur ce sujet-là avec une interface. Cette interface, nous l'exposons, nous, ensuite, sur nos sites où nous avons les offres. Et donc vous avez à la fois l'offre et à la fois la présentation d'entreprise avec ses valeurs, son projet et dont son projet environnemental. Philippe Dupeyrat, la part de la technologie, est-ce que c'est un élément important finalement, un levier important, toujours dans cet objectif de recruter, de trouver des talents qui sont peut-être en dehors des radars, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'il faut des outils technologiques dédiés et les faire évoluer ? En tout cas, à ma voix, on en est convaincu. Oui. Par exemple, il y a quelques mois, on a fait une action conjointe avec Pôle emploi, ma voix et d'autres associations sur TikTok. Oui. En tout cas, on est convaincu qu'il faut parler en utilisant les codes des jeunes. Oui. Et ça, c'est essentiel. Et la distinction entre le monde physique et le monde digital pour les 20-34 ans n'est pas si évidente que ça. Oui. Donc, en fait, c'est plutôt un parcours qui doit être le plus fluide possible, quoi. On passe de l'un à l'autre en permanence. 52% des jeunes passent plus de 3 heures sur Internet par jour. Donc il faut capter cette attention-là, et notamment si on souhaite recruter. Et puis le télétravail, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a des études qui sont parfois contradictoires, mais qui disent qu'une journée de télétravail, c'est 271 kilos de CO2 par an et par journée de télétravail qui sont économisés. Donc il y a tout cet enjeu-là aussi de se dire le monde digital, ça permet de travailler et peut-être d'éviter les mouvements pendulaires, d'être présent uniquement lorsqu'il y a un intérêt à se retrouver physiquement. Donc ça commence dans la recherche, le fait d'être reconnu, la recherche d'emploi par les jeunes, pour aller les toucher sur les vecteurs, sur les réseaux sociaux là où ils sont présents, mais ça ruisselle aussi dans le travail au quotidien en entreprise. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe tout de suite à Smart Ideas. Smart Ideas avec Pauline Fournier, la fondatrice de l'Hexagone. Bonjour, bienvenue. Alors l'histoire de cette entreprise, elle est liée à la course à pied, votre passion de la course à pied, c'est ça? Vous l'avez créée quand et avec quelle idée l'Hexagone? Oui, tout à fait, c'est lié à la pratique de ma course à pied. Alors au départ, moi je suis vraiment une passionnée de la course à pied. Et au fil de ma pratique, j'ai commencé à augmenter la durée de mes sorties et donc à m'intéresser à la nutrition sportive. Et je me suis rendu compte que dans le commerce, je trouvais aucune barre de l'effort qui respecte à la fois la santé des sportifs et l'environnement. Pourquoi? Parce que c'est des produits transformés ou ultra transformés? Exactement. En fait, c'est des produits avec des très longues listes d'ingrédients, avec des ingrédients qui sont parfois néfastes pour la santé aussi. Et à côté de ça, c'est des barres de céréales qui sont emballées individuellement dans des plastiques individuels jetables et encore suremballés parfois. Donc au bout du compte, ça faisait énormément de déchets. Donc en 2019, j'ai eu l'idée de lancer l'Hexagone pour proposer des barres de céréales avec un réel intérêt nutritionnel et sans emballage jetable. Alors on va prendre les deux aspects. D'abord ce qu'on mange. De quoi elles sont composées vos barres de céréales? Alors dans nos barres de céréales, il n'y a que des ingrédients bruts. Donc on se refuse tout ingrédient transformé. Et c'est des barres de céréales qui ont été développées avec l'appui de nutritionnistes pour donner un réel bénéfice au niveau énergétique, pour avoir de l'énergie qui dure dans la durée.
Donc même si on se prépare au marathon, c'est utile. Pour en avoir fait 3, je sais que c'est important. Ça a été compliqué de mettre au point finalement la composition de ces barres de céréales? Alors ça a été un long travail sur plusieurs mois. Oui. Donc j'ai recensé d'abord tous les ingrédients qui étaient possibles d'utiliser dans des barres de céréales et je me suis beaucoup renseignée sur les apports qu'ils apportaient, en fait, les glucides, les lipides. Qu'est-ce qu'il faut quand on est un coureur, qu'on veut faire des longues distances? Qu'est-ce qu'il faut apporter à notre corps pour être en forme dans la durée? Et donc, j'ai recensé tous les ingrédients possibles. Je me suis limitée aussi aux ingrédients fabriqués en France. Et à côté de ça, donc, j'ai fait les recettes pour que ces ingrédients soient apportés dans des bonnes quantités. Pour qu'au final, on ait une barre de la meilleure qualité qui soit. Bon, l'emballage. Alors, quand j'ai commencé à bosser sur l'interview et que j'ai découvert l'Hexagone, je me suis dit, ok, mais moi, si je prépare une course à pied, mes barres de céréales, il faut bien qu'elles soient emballées. Elles ne sont pas en vrac. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quoi la solution? Oui, tout à fait, vous avez raison. Aujourd'hui, nos barres de céréales, elles sont emballées par 7 dans des boîtes hermétiques réutilisables. Okay. Donc, c'est des boîtes qu'on peut glisser dans un sac à dos pour aller, par exemple, en randonnée ou au travail, par exemple. Mais effectivement, en course à pied, c'est pas le plus facile. La seule solution, en fait, qu'on a en course à pied pour rester zéro déchet, c'est d'emballer dans un bivwrap. Donc, c'est un tissu enduit de cire d'abeille. C'est une bonne solution zéro déchet. Mais par contre, c'est pas la plus pratique. Donc aujourd'hui, je suis en train de travailler sur une autre solution avec 2 designers spécialisés en éco-conception. Et donc on travaille sur un accessoire qui soit aussi zéro déchet que le bivwrap, mais beaucoup plus pratique pour le sport. Donc on pourra partir pour des longues sorties de sport avec des petites céréales. Il y a aussi un impératif de transparence dans votre démarche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez que nous, consommateurs, on sache exactement ce qu'on trouve dans vos barres de céréales? C'est exactement ça. Nous, on veut que les personnes qui mangent nos barres de céréales sachent ce qu'elles mangent. Et donc pour ça, nous, déjà, on a un devoir qui est légal de montrer tous les ingrédients qui entrent dans la composition, mais on va plus loin que ça. Déjà, on utilise des ingrédients uniquement produits en France et on rend accessible l'origine de tous nos ingrédients aux consommateurs. Oui, donc c'est évidemment une bonne démarche. Dernier mot sur le marché, parce qu'on parle de sport, on parle de randonnée. Enfin, ça représente combien de consommateurs potentiels, ce marché? Alors, en France, si on fait le croisement entre les personnes qui sont des sportives et qui sont intéressés par le zéro déchet, on arrive à 3 millions de Français, mais on peut même imaginer que ça va plus loin que ça, parce que finalement, le zéro déchet, c'est quelque chose qui est en pleine expansion. Donc, il va y avoir forcément de plus en plus de personnes. Merci beaucoup. Merci Pauline Fournier d'être venue nous présenter l'Hexagone. Bon vent à l'Hexagone. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain et je voudrais remercier les équipes de Bismart qui m'accompagnent au quotidien. Joséphine Dacoury, évidemment, à la programmation et à la production, accompagnée, assistée de Maxime Lerba. Aujourd'hui, le réalisateur de l'émission, c'était Kenny Dellenbach. Et au son, on avait Saïd Mamou. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.